Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur cette fin de mercato qui peine à s'emballer du côté du PSG. Le dossier Kolo Muani traîne excessivement, tout comme celui de Marco Verratti, et au final aujourd'hui la seule quasi-certitude c'est que le PSG ne signera pas le milieu créatif que tout le monde demande, qui met tout le monde d'accord, les supporters le veulent, les médias, Daniel Riolo aussi. Et pourtant, le PSG reste sur son obsession Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, avec le risque de faire aucun des deux, qui est bien réel aujourd'hui, puisque le temps passe, tout simplement. Alors installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec Randal Kolo Muani, qui au final est une priorité du club très tôt dans le mercato, puisque le nom filtre dans la presse pendant la saison. Dès le début du mois d'avril, il est au rayon des rumeurs aux côtés d'Harry Kane, Victor Osimhen et Bernardo Silva, les fameuses rumeurs qui sortent juste après une élimination pour faire passer la pilule aux supporters. Début juin, le joueur lui-même fait une interview, je crois, pour Canal+, dans laquelle il dit qu'il rêve de la Première Ligue et pour un natif de la région parisienne, il pense que c'est pas obligatoire d'y revenir, de jouer au PSG. Voilà, c'est pas un objectif ultime. Le PSG fait filtrer dans la presse début juillet que le dossier est abandonné. On sent que ce sont les relais de Luis Campos qui fournissent les informations à ce moment-là. Et au final, juste après le dossier Ousmane Dembélé qui a été mené en collaboration avec l'agent de Kolo Muani qui est le même que ce bon vieux Ousmane, eh bien tout reprend et très rapidement tu as un accord avec le joueur. Au final aujourd'hui le temps tourne puisque tu es le 29 août, tu continues à négocier avec Francfort qui ont donné leurs exigences très tôt, même si je pensais qu'ils allaient être moins difficiles en négociation. Alors oui, d'un côté leurs finances sont bonnes, ils n'ont pas besoin de ce transfert. Oui, de l'autre côté, fin de mercato, lui trouver un remplaçant, ça va être difficile pour eux. Mais de l'autre, bon, je me disais, ils bombent le torse à faire filtrer 100 millions dans la presse. Je pense que si tu proposes 70 fixes, allez, 75, 80, quelques petits bonus, et ils acceptent quoi. Mais au final, bah, ils sont coriaces. Et ça me surprend un petit peu. On est d'accord avec le joueur donc depuis un certain temps, 1 ou 2 semaines, voire plus. Ça semble pas le décontenancer parce que son début de saison est très bon avec Francfort. C'est très bien, ça témoigne encore une fois de sa bonne mentalité. Mais avec son club, ça traîne complètement. Alors c'est très difficile à suivre parce que selon les médias, le nombre d'offres qui ont été formulées, leur montant diffère complètement. En fonction des médias, tu as 2 ou 3 offres qui ont été proposées par le PSG. Il y a des médias qui nous disent qu'on est allé jusqu'à 80 fixes. Loïc Tanzi qui nous dit que c'est plutôt 65 fixes. Il y a la question d'Hugo Ekitike, on y reviendra de toute façon dans cette vidéo. Cet après-midi, Santi Aouna Foot Mercato a dit que Kolo Muani ne devrait pas venir à moins que Francfort baisse leurs exigences, qui sont aujourd'hui de 90 millions fixes et 10 de bonus, que le PSG évidemment ne veut pas payer. On trouve ça dément, ça l'est bien évidemment, mais aujourd'hui sur le marché, la vraie question, en fait, c'est pas de savoir ce qui est dément, mais plutôt ce qui ne l'est pas. Vu les prix qui sont pratiqués sur des joueurs qui n'ont rien prouvé, qui limite n'ont même pas de minutes en Ligue des Champions, enfin, c'est complètement fou et on ne cessera jamais de le répéter. Ces dernières années, il y a quand même eu un tournant absolument dingue, entretenu par l'Angleterre par exemple, encore plus dans les transferts entre clubs anglais bien évidemment, parce qu'ils se font plaisir. Bref, donc, bon, la réalité aujourd'hui c'est que le marché, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter dessus et de l'analyser ?
c'est comme se dire, si tu proposes 80 millions, tu peux proposer 90, quoi. Quand tu es dans ces sphères-là, je pense pas que tu sois à 10 millions près, quoi. Loïc Tanzi nous dit que notre dernière offre est de 65 millions sans les bonus. Et Ekitike en retour, alors dans un transfert distinct, ça c'est pareil, c'est compliqué. Florian Plettenberg, alors, qui est très actif, qui balance des informations en permanence, ce qui au final lui joue des tours au niveau de sa réputation. Alors il est fiable 70% du temps, mais voilà, parfois il se trompe un petit peu, c'est pas non plus la source la plus sûre en Allemagne. Donc ce Plettenberg nous dit que Francfort veut 100 millions, le PSG pas plus de 80, et donc ça bloque, le joueur est frustré par la situation, ce qu'on comprend. Alors sur le prix, je commencerai par le prix. 100 millions, je l'ai toujours dit, ça me gêne, bien évidemment. Mais comme je le disais il y a 10 secondes, si tu as proposé 80, pour moi, tu peux aller jusqu'à 100, quoi, parce que déjà 80, c'est absolument démentiel. Colomani, en part fixe, pour moi, c'est comme Loïc Tanzi le dit, 65 millions, pas plus. Et si le club refuse d'aller au-delà de 65 millions, d'un côté, je me dirais, bon, voilà, le PSG ne veut pas être un club pigeon. Après, tout le monde sait qu'on a de l'argent illimité, c'est pas notre argent, donc spéculer là-dessus, à un moment donné, voilà, si tu le veux. Et puis, de l'autre, le club navigue tellement à vue, avec un manque de situation, de solution de recours en fait. Il n'y a pas de plan B. L'histoire du plan B en Angleterre, on y reviendra, mais ça c'est de la fumisterie. Donc tout ça me fait penser que en fait, autant les mettre quoi. Enfin voilà, tu sais que tu es un club État, tu sais que 80 ou 100 millions ça change absolument rien à tes bilans financiers. Tu en as balancé 65 avec 15 de bonus très facile pour Gonzalo Ramos en 3 jours de négociation il y a un mois. Bon bref, c'est pour ça que de l'autre côté, je relativise un petit peu, quoi. Il y a un an, tu vois, j'étais à fond sur les indemnités de transfert et tout ça. Mais aujourd'hui, ça me dépasse un peu, quoi. C'est pas nos sous, voilà. Et puis pareil, quand t'as mis 80 millions avec bonus sur Gonzalo Ramos, mais combien vaut Colomani, quoi? Sachant que Gonzalo Ramos reste sur une seconde partie de saison plutôt mitigée, quand Colomani empilait les buts, quoi. Et puis l'entrée en finale de Coupe du Monde et tout ça. Donc voilà, si Gonzalo Ramos vaut 80, peut-être que mettre 100 sur Colomani, c'est poursuivre dans cette logique en fait, tout simplement. Voilà, parce que bien sûr, Gonzalo Ramos, ça a été plus que surpayé. Voilà. Maintenant, la grosse différence avec Ramos, c'est que Benfica ont accepté une formule avantageuse pour nous. Le prêt avec option d'achat obligatoire, qu'on paiera l'année prochaine, qui passera sur le prochain exercice financier. Alors que là, Francfort ne font rien pour nous arranger. D'abord parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous brader le joueur en cette fin de mercato où les remplaçants ne courent pas les rues. Alors Ekitike. Ekitike, selon Gaulle, il voudrait un transfert sec distinct de celui de Colomani. Allez savoir pourquoi. Plettenberg, pareil, a dit hier que Ekitike touchait 7,5 millions au PSG. Alors bien sûr, le salaire est dément, c'est en brut. C'est salaire chargé, c'est pas le salaire net parce que Ekitike qui touche 12 millions bruts, donc 7,5 net, c'est carrément impossible. Donc les 7,5 déjà, faut préciser, c'est en brut. Et ça, alors, c'est marrant parce que c'est très difficile à cibler ça parce que juste à la fin du dernier mercato d'été, Daniel Riolo dit que Ekitike prend 600 000 par mois, ce qui correspond aux 7,5 millions que sort Plettenberg aujourd'hui. Mais entre-temps, ça a été démenti par d'autres médias et c'est pas ce qui était sorti dans le papier annuel de l'équipe là qui sort à la mi-février, je crois, sur les salaires. C'était pas ça. Ekitike était à moins que les 600K mensuels, en brut encore une fois. Bon, dans tous les cas, sur un joueur aussi jeune, j'avais détesté l'initiative de Riolo de balancer son salaire comme ça, 15 jours après sa signature, sur l'émission la plus écoutée niveau foot en France, quoi. Voilà, j'avais trouvé ça très très limite de s'attaquer à un gamin, puisqu'en réalité, le mec, 20 ans, bien sûr qu'il va les accepter les 7 millions par an, et c'est pas lui qui a forcé le PSG à lui donner, quoi. Voilà, faut plutôt voir le problème dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que si tu le prends dans l'autre sens, tu sais quand même que le gamin, voilà, à 20 ans, touche un salaire qui est complètement dément, quoi. C'est démentiel. Donc voilà, démêler le vrai du faux sur le salaire d'Ekitike, c'est quand même très très difficile. Je sais pas de quel côté me positionner.
Donc Plettenberg nous dit, Francfort, ils veulent pas lui donner de tels émoluments, donc ils cherchent un accord avec le joueur pour parvenir à un contrat où tout le monde s'y retrouve. Loïc Tanzi nous dit que le PSG veut 35 millions pour Ekitike, puisque c'est ce qui a été proposé avec bonus par des clubs anglais, Crystal Palace, West Ham et tout ça. Et Francfort l'évalue à 20 millions, ce qui est quand même un peu plus juste après sa saison. Enfin, soyons clairs, si tu vends Ekitike 35, après la saison qui vient de sortir, qui est complètement loupée, c'est inespéré, c'est dingue. Tout simplement. C'est comme la vente de Neymar à 90 millions qui va jusqu'à 140 avec les bonus. D'ailleurs, ça pareil. Il y a fort à parier que pendant la saison, on va avoir un média qui va se réveiller et qui va dire « Bon, les cocos, Neymar, c'était pas 90, finalement, c'était plus 60-70. » Et là, on va rigoler jaune, quoi. C'est comme quand on va apprendre qu'il y a une clause bizarre inventée dans le contrat de Xavi Simons dans le prêt avec Leipzig. Bon, bref. Bref. Le problème, c'est que Ekitike, il a énormément de propositions. Du coup, il peut faire monter les enchères. Il a l'embarras du choix. Il a la première ligue avec lui, Crystal Palace, West Ham. Il a eu le Milan AC, même s'ils ont abandonné. Et donc, Francfort, qui visiblement n'a pas les faveurs du joueur, puisque lui est tenté par la première ligue, l'Angleterre. Et vraiment, en fait, je pense que c'est un point très important à prendre en compte, en fait, la volonté d'Hugo Ekitike dans ce dossier, parce que si Francfort ne fait pas Ekitike, qui font-ils ? Ça, c'est une grande question. Et le joueur, bon, il y a la jurisprudence Lucas Moura en 2017 qui pleure sur le tarmac au moment de s'envoler pour Monaco dans le cadre d'un échange avec Fabinho, et au final, le PSG ne fait jamais Fabinho, et Lucas reste parce qu'il est trop attaché au club. Alors, c'est ce qui court dans les médias, c'est un peu l'anecdote, un peu fantaisiste de Lucas qui pleure sur le tarmac, mais grosso modo, il a refusé d'être échangé, il a refusé de faciliter l'arrivée de Fabinho, qui du coup n'a pas eu lieu en 2017. Donc vraiment, depuis ce jour-là, on a la jurisprudence dans les cas d'échange de joueurs et tout ça. Fabrice Hawkins nous dit que Ekitike a déjà refusé 2 offres de Francfort. Voilà. C'est spécial quand même, parce qu'en Allemagne, il y a plein de jeunes Français qui ont éclos, mais vraiment, les exemples ne manquent pas. Et pareil, ils privilégient l'Angleterre. Alors, je veux bien qu'en Angleterre, je pense qu'il gagnera beaucoup plus. Oui, les matchs, c'est niveau Ligue des Champions tous les week-ends, mais de l'autre côté, il rejoint pas Manchester City, quoi. Il rejoint West Ham, Crystal Palace, voilà, qui sont des clubs un petit peu merdiers, un petit peu bourbiers, quoi. Donc, en fin de compte, je suis dit, je vais à Francfort. Bon, bref, dans les médias, il y a une information qui est sortie comme quoi le PSG avait un plan B justement en Angleterre. Instinctivement, j'ai pensé à Marcus Rashford direct parce qu'on s'y intéresse depuis très très longtemps. Été 2021, on sait très bien que c'était la piste pour remplacer Mbappé avec Richarlison. L'année dernière, même Luis Campos le voulait au moment où il était un petit peu dans une mauvaise passe avec Manchester United. Cet été, pareil, la rumeur est ressortie. Cet hiver, pendant la Coupe du Monde, pareil. Bon, bref, c'est vraiment quelque chose qui ressort très souvent du côté du PSG. Donc, c'est la piste à laquelle j'ai pensé instinctivement. Mais de l'autre côté, si on va plus loin, quel joueur, aujourd'hui en Première Ligue, donc un joueur qui est dans un club qui n'a pas besoin d'argent, serait capable de partir comme ça, en toute fin de mercato, voilà, et surtout un joueur qui se rapproche du profil et de la stature de Colomani, c'est-à-dire un joueur qui serait titulaire au PSG, donc forcément titulaire dans son club actuel. Enfin, ça a tout de l'information sortie de toutes pièces par le club, commandée pour mettre la pression sur Francfort, bien évidemment, voilà, parce qu'en fin de mercato, déloger un joueur d'Angleterre pour qu'il vienne en tant que titulaire au PSG, en plan B de Colomani, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est carrément inenvisageable. Alors, il y a un autre dossier là-dessus qui est très intéressant, c'est Luis Campos. Luis Campos qui fait filtrer qu'il ne veut pas du joueur, qu'au sein du club, bah voilà, il fait partie des gens qui s'y opposent, mais si Nasser veut boucler le deal, évidemment Campos ne s'y opposera pas. Et on sent que là, au sein du club, il a vraiment perdu tous les relais qu'il avait. Alors, cette négociation, Paris-Francfort, Colomani, elle a tout d'une négociation menée avec... Attention, roulement de tambour, ce bon vieux Apero Henrique, bien évidemment. Apero Henrique et Moussa Sissoko, l'agent de Colomani et d'Ousmane Dembélé, sont très proches. Voilà. Antero Henrique, visiblement depuis début août, a fait son comeback dans le giron PSG. Alors, au niveau des Qataris,
Il a jamais perdu leur confiance, hein. Il a continué à se faire de l'oseille sur leur dos. Je sais pas pourquoi ils ont une confiance aveugle en ce mec. Mais du côté du PSG, on sait qu'il avait été un petit peu écarté après le mercato de l'année dernière. Cet hiver, il était plus là. Par contre là, début août, on l'a fait revenir. Ça y est, ça coïncide avec la perte d'influence de Luis Campos de l'autre côté. Bon bref. Alors, grosso modo, Antero Henrique et Moussa Sissoko s'entendent plutôt bien. Pourquoi ? À l'époque, Antero Henrique voulait donner à Moussa Sissoko, dans son portefeuille, Ensoki. Rappelez-vous, le défenseur qu'on a très bien vendu d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si au final il est allé dans l'écurie Sissoko, mais il voulait. Lassana Diarra, qu'on fait à l'hiver 2018. Moussa Sissoko est intermédiaire dans le deal. Donc il prend évidemment une commission et Antero Henrique l'appelle pour faciliter le transfert. Luis Fernandez, 2020, revient sur le cas Neymar 2019, où on doit le faire partir au Barça, mais Ousmane Dembélé, à la dernière minute, dit non, comme Lucas Moura avec Fabinho, en fait. Non, je veux pas aller au PSG. Luis Fernandez nous dit, si en 2019, Enrique était directeur sportif et pas Leonardo, le transfert de Neymar au Barça se serait fait, puisque Ousmane Dembélé aurait accepté d'aller au PSG, parce que Moussa Sissoko s'entend bien mieux avec Antero Henrique qu'avec Leonardo. Voilà. Donc ce bon vieux apéro me semble à la manœuvre. Moussa Sissoko, évidemment avec Luis Campos, je pense qu'ils doivent pas trop s'apprécier, sachant que l'année dernière, quand Campos arrive, il fait capoter le deal que Moussa Sissoko avait concocté avec Nasser et Leonardo pour une arrivée libre d'Ousmane Dembélé. Là, on sait très bien que voilà, même Campos en fait l'avait dit officiellement sur RMC. Je crois qu'il avait cité Ousmane Dembélé explicitement en fait en disant que non, il en veut pas, il adore le joueur, mais il y a superposition. Alors, rappelez-vous quand il parlait de son puzzle. Bref, donc et en plus la physionomie de la négociation. C'est-à-dire que là, on est sur une négo qui dure depuis un mois. Le PSG qui fait traîner, qui fait des offres avec le machin chouette de bonus du joueur truc muche. Francfort qui veut 20 millions de plus. Le PSG qui refuse, qui propose une deuxième offre avec 5 millions en plus. Ça rappelle un dossier. Milan Skriniar l'année dernière. Un dossier mené par Antero Henrique, bien évidemment, qui faisait les allers-retours à Milan, qui a dû tester tous les restaurants là-bas, qui a dû mettre ses meilleurs avis TripAdvisor, mais qui n'a pas ramené Milan Skriniar, bien évidemment. Et au final, c'est Nasser qui reprend le deal en fin de mercato, sans réussir. Ce que je veux dire, c'est qu'Antero, il gère les dossiers comme ça, quoi. C'est un mec qui est chiant, quoi. Enfin, je pense que quand t'es le club vendeur, c'est chiant. Et d'ailleurs, le Bayern sera d'accord avec moi. Rappelez-vous 2018, avant de faire Thilo Kehrer, le PSG veut Jérôme Boateng. Et alors, on ne le fait pas. Le président du Bayern fait une déclaration en disant le PSG, s'ils veulent être un club de stature internationale, ils doivent dégager leur directeur sportif. C'est pas possible d'avoir un mec comme ça. À l'époque, tu dis qu'est-ce qui s'est passé avec Antero Henrique, qui était évidemment en commande à ce moment-là. En 2020, des journalistes allemands font un ouvrage pour raconter l'envers du décor au Bayern, dans le football allemand et tout ça. Et sort une anecdote sur ce dossier Boateng, comme quoi Antero avait un rendez-vous avec le directeur sportif du Bayern, rendez-vous qui n'a pas eu lieu, parce qu'Antero Henrique ne s'est pas réveillé le matin. Panne de réveil, il a fait un gros dodo au Royal Mosso et il a loupé son avion et donc le rendez-vous avec le directeur sportif du Bayern qui au final a dit stop là, c'est bon, on arrête, c'est ridicule. Donc voilà, pour vous situer un petit peu le personnage, l'année dernière pareil, c'est quelqu'un qui est quand même très tatillon, qui doit être un petit peu chiant à la négociation, à part quand il faut rincer les copains sur le deal Leandro Paredes, fin 2019 dans la panique. Donc voilà, mais vraiment, la physionomie du deal me fait penser que c'est mené par ce bon vieux Antero Henrique. Bon, revenons à tactiquement. Ça fait sens de prendre un joueur comme Kolo Muani parce que s'il vient pour jouer buteur, bah déjà c'est quelqu'un qui t'offrerait du mouvement dans l'axe. Gonzalo Ramos, ce qui m'a le plus déçu, je pense que le mot est très fort parce qu'on ne le jugera évidemment pas sur ses 2 premiers matchs et le pauvre il est déjà blessé, il a loupé le 3e. Ce qui m'a le plus déçu, c'est ses mouvements quand on est en phase de construction. Il me paraît quand même très limité là-dedans. Quand on n'a pas le ballon, il court, pas de problème, les mouvements sont très efficaces. Quand on approche le dernier tiers, voilà, tu sens que c'est un vrai buteur, tout simplement, qui a le sens du but et tout ça. Je pense que le dernier geste, il l'a aussi quand il est en confiance et tout ça.
Par contre, quand tu es en phase de construction, c'est quelqu'un voilà, qui ne sait pas trop se déplacer, pas trop faire d'appel en profondeur, chose que Colomani fait, qui ne sait pas trop aller titiller les défenseurs aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Colomani. Il est grand, physiquement, il résiste au duel, il connaît la Ligue 1, donc il n'aura pas peur d'aller voir les défenseurs et leur dire les cocos, Ousmane Dembélé, Mbappé, ils vont essayer de vous dribbler. Moi, le défi physique, il sera là avant même que j'ai le ballon, parce que je vais faire des appels en profondeur. Voilà. Et c'est quelque chose que je disais dans mon débrief de Toulouse, contre les blocs bas, on a besoin de mettre un peu plus de mouvement dans l'intérieur du jeu, parce que le problème, c'est que faire des appels vers l'extérieur pour te retrouver sur des situations de centre qui au final n'aboutissent à pas grand-chose, à part si le ballon devient fuyant ou si tu as un mec qui est bien positionné sur un second ballon, un dégagement de Toulouse, c'est compliqué. Et vraiment, contre les blocs bas, je trouve que les joueurs font trop d'appels vers l'extérieur, vers les ailes et tout ça, ce qui isole du coup les phases de jeu. Contre Lens, par exemple, jouer vers l'extérieur, ça a beaucoup plus de logique parce que Lens t'attend à l'intérieur pour récupérer le ballon et tout de suite derrière faire des contre-attaques. C'est une équipe qui a des qualités intrinsèques exceptionnelles là-dedans. Alors que Toulouse-Lorient, bon, c'est quand même moins prononcé, les qualités dans cet exercice. Donc pour moi, voilà, avoir un Colomani dans l'axe qui te fait les appels intérieurs, alors que Ousmane, évidemment, lui, la consigne, c'est vraiment coller la ligne. Dembélé, Mbappé est plus dans les décrochages, voilà, le positionnement entre les lignes dans le demi-espace gauche. Donc vraiment là-dessus, tactiquement, je trouve que Colomani apporterait beaucoup par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, même si c'est que 3 matchs, bien évidemment. Ce qui me fait le plus tiquer, c'est son jeu de tête qui est quand même un petit défaut. Faut qu'il bosse là-dessus pour reprendre justement les centres, pour permettre aussi au PSG de jouer long sur les phases de construction. Et contre les blocs bas, bien évidemment. Parce que le mec vient de Bundesliga, Francfort, qui est une équipe. Voilà, les adversaires de Francfort, c'est pas les adversaires du PSG. Ils les attendent pas dans le dernier tiers avec un bus qui est positionné à la limite de leur surface de réparation, quoi. Nous, c'est ça les 80% du temps en Ligue 1, même si en Ligue des Champions, Randall aurait quand même beaucoup plus d'espace à utiliser. Donc voilà un petit peu mon avis tout simplement sur ce dossier. Moi, j'espère quand même qu'au final, il va aboutir. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que s'il n'aboutit pas, en fait, le PSG va faire une dinguerie sur un autre joueur. Et sur un joueur qui sera moins fort automatiquement que Colomani, qui sortira d'une moins bonne saison. Par exemple, typiquement, si le PSG clôt les négociations avec Francfort, j'ai très peur de l'offre de 50 millions, par exemple, formulée à l'OL pour Bradley Barcola. Je préfère mettre 100 sur Colomani que 50 sur Barcola, quoi. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, en fait, c'est pour ça que je suis très nuancé, en fait, parce que il y a 4 mois, j'étais absolument contre faire venir Colomani parce que je savais très bien que Francfort allait en demander 80 millions. Au final, aujourd'hui, le joueur veut venir, tu as un accord avec lui. Au vu du marché qui a quand même bien bougé, Osimhen a prolongé à 12 millions par an, salaire exceptionnel au Napoli. Harry Kane qui a bougé, Ojlund de l'Atalanta qui est parti à Manchester United, qui d'ailleurs voulait Colomani avant de se positionner sur le Norvégien. Donc bon, aujourd'hui je me dis, le PSG a dépensé plus de 300 millions sur le mercato. En fait, je sais pas si on se rend compte. Moi, au mois de mai, je pensais vraiment pas qu'on allait faire un tel mercato. C'est complètement dingue les sommes qu'on a dépensées. Tout comme c'est complètement dingue les sommes qu'on a fait en matière de vente, parce qu'on est sur un des meilleurs mercatos de l'histoire dans cette dimension-là, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Donc voilà, 300, 400 millions de dépensés. Je pense qu'on n'est plus à ça près. Et sur le dossier Colomani, 80 ou 100 millions, pour moi, quand tu arrives dans des sphères pareilles, bon, les millions, tu les comptes plus. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like. Si cette vidéo vous a plu, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout. Et on se retrouve demain pour parler de Marco Verratti. Je l'avais dans les brouillons, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Ciao.